Donc bonjour à tous, merci d'assister à cette conférence. Je vais partager avec vous quelques retours d'expérience que nous avons en effet suite au projet que nous réalisons, mais je vais d'abord me présenter et présenter la société dont je fais partie. Donc je fais partie d'un cabinet de conseil qui s'appelle Mainnovation. On est un cabinet de conseil en organisation et management, c'est-à-dire qu'on assiste, on aide, on accompagne des entreprises à professionnaliser leurs activités. Et on est exclusivement spécialisé dans le domaine de la maintenance et de la gestion d'actifs. On est une quarantaine de consultants présents aux Pays-Bas, en Belgique, en France. Originellement, c'est un cabinet qui a été créé par des Néerlandais, mais on est présent sur ces 3 pays. On intervient bien sûr au-delà. Et on a développé une méthodologie qui s'appelle VDM. Alors juste, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour vous donner 2 éléments sur cette méthodologie, en fait, il y a 2 principes. Le premier, c'est que la maintenance n'est pas un centre de coût et au contraire, la maintenance contribue à créer de la valeur. Alors tous les maintenanciers le savent. En général, les directions exécutives le savent pas toujours. Elles sont un peu plus concentrées sur les coûts. Et donc, on accompagne aussi des directions générales à penser différemment vis-à-vis de leur service maintenance. Le deuxième principe, c'est qu'il faut aligner les bonnes pratiques par rapport aux objectifs ou aux objectifs de création de valeur apportés par la maintenance. Et pour le faire, il faut maîtriser une douzaine de processus qui sont inscrits dans le modèle en bas à gauche et que je ne vais surtout pas vous présenter maintenant. Mais il y a 12 processus qu'on a décrits en détail, même en plus de 80 sous-processus. Et l'objectif, c'est de maîtriser les tâches associées à ces processus et de les aligner par rapport aux bénéfices que peut apporter la maintenance. Alors concrètement, quand on accompagne des entreprises, on les accompagne sur, ça peut être des réflexions d'organisation, des réflexions de process, des outils bien sûr. On accompagne tout un tas de clients à déployer, à mettre en place des GMAO. Mais aussi on intervient sur des formations maintenance ou du contenu. On aide des entreprises à fiabiliser leurs équipements dans tout type de secteur. Alors en haut à droite, vous pouvez voir qu'on intervient en effet bien sûr dans les usines. Mais pas seulement, on intervient beaucoup aussi dans les secteurs du transport, des flottes, tout ce qui est flotte, et dans l'infrastructure, tout ce qui nécessite évidemment non seulement de travailler sur la maintenance, mais aussi sur la gestion d'actifs à plus long terme. Juste pour finir mon auto-présentation et pour vous donner une indication des secteurs et des entreprises chez qui on intervient. Donc ici on a un beau panneau avec tout un tas de logos d'entreprises, que ce soit des entreprises du secteur de l'industrie agroalimentaire, des secteurs de la santé, de chimie, des manufacturing, du transport, des énergies et des utilités, de l'eau, etc., etc. En tout cas, on intervient depuis plus de 20 ans chez tous ces clients. Et encore une fois, soit sur des problématiques d'outils, soit sur des problématiques de process, en tout cas avec toujours l'objectif, évidemment, de faire en sorte que la maintenance soit reconnue telle qu'elle est, à sa contribution de valeur à l'entreprise. Et pas seulement sur l'optimisation des coûts, mais bien sûr au travers d'une amélioration de la disponibilité des machines, des réductions des risques ou de l'optimisation des dépenses d'investissement. Alors pour entrer un peu maintenant dans le détail du sujet qui nous intéresse, la maintenance prévisionnelle, vous en avez certainement entendu parler longuement sur ce salon. Vous avez probablement rencontré des spécialistes, des acteurs qui proposent des solutions, des objets, des plateformes. Et en effet, la digitalisation ou la maintenance prévisionnelle, elle trouve clairement sa place aujourd'hui dans des problématiques qui sont tout à fait traditionnelles et classiques de la maintenance. Et qui sont celles que j'ai indiquées à gauche. C'est comment fiabiliser toujours plus les équipements, comment obtenir toujours plus de disponibilité de mes machines, ou aussi comment allonger la durée de vie des équipements, surtout dans un contexte d'équipements vieillissants tel qu'on le connaît ou tel que vous le connaissez aujourd'hui. Ou enfin, quelle partie d'équipement modifier quand je dois remplacer quelque chose, quelle partie d'équipement modifier sans forcément tout remplacer. Et évidemment, les outils, les technologies permettent de répondre à ces questions. Alors par rapport à ça, je vais vous présenter quelques retours d'expérience, quelques bénéfices de la maintenance prévisionnelle, mais aussi quelques freins à sa mise en œuvre, quelques alertes. Normalement, je ne sais pas s'il y a des apporteurs de solutions qui sont assis ici, mais
Normalement, je devrais à un moment me faire moins aimer d'eux, mais on verra pour un peu plus tard. Et enfin, dernière question, c'est comment commencer à mettre en place des solutions de maintenance prévisionnelle. Je vais commencer par un retour d'expérience concret, un cas que nous avons réalisé avec une entreprise néerlandaise qui s'appelle ProRail et qui est le gestionnaire des réseaux de transport aux Pays-Bas. Donc c'est une entreprise avec laquelle on a travaillé il y a 2-3 ans et elle s'est aperçue qu'elle pouvait, en tout cas elle devait, pour améliorer la fiabilité de ces trains, elle devait aussi travailler sur tout ce qui était connecteur, passage à niveau et ce type d'équipement. Et elle a mené, on l'a accompagnée dans cette réflexion, elle a mené une démarche de maintenance prévisionnelle. Et grâce en effet à un réseau de capteurs bien placés sur certaines portions du circuit, aux bons endroits, elle a réduit de près d'un quart le nombre de défaillances au niveau des aiguillages et des passages à niveau. En intégrant évidemment un certain nombre de données d'exploitation, des données liées aux vibrations, aux éléments techniques qu'il était nécessaire de repérer sur ces portions et sur ces éléments de structure, et aussi des données environnementales. Donc 80% des défauts sont désormais prévisibles grâce à ces connecteurs, et elles fonctionnent aujourd'hui avec ça. Et la conséquence, bien sûr, ça a été une amélioration de la disponibilité du réseau et une augmentation de 3% du nombre de trains circulant à l'heure. Donc ça a eu un bénéfice évidemment direct auprès de ses clients et auprès des usagers finaux grâce à ce réseau d'outils digitaux placés aux bons endroits et évidemment associés à un système d'analyse prévisionnelle et de gestion en temps réel. Alors, ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, elle réfléchit en effet à équiper, enfin pour ceux qui le souhaitent, des voyageurs de certaines applications qui permettraient, grâce aux technologies évidemment embarquées dans nos portables, d'aller encore plus finement détecter des éventuelles vibrations sur le passage des portions critiques du réseau, de récupérer les données en temps réel et d'exploiter en fait ces données collectées par les téléphones pour pouvoir compléter en fait les données, les éléments captés par les indicateurs ou les objets connectés sur l'infrastructure directement. Donc voilà en tout cas un exemple de maintenance prévisionnelle où on peut d'abord mettre des capteurs et aller encore plus loin en allant chercher toujours un peu plus de technologie. Et effectivement, la maintenance prévisionnelle, tout ce qui est digitalisation, c'est une réalité aujourd'hui. Alors j'ai juste pris un élément aujourd'hui que j'ai collecté il y a quelques mois. C'était une enquête en ligne qui était menée par l'Institut Gartner, qui est en effet spécialisé dans tout ce qui est informatique et nouvelles technologies. Et ils ont réalisé en plein confinement l'an dernier une étude auprès de tout un tas d'entreprises sur tout un tas de pays, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie, à Singapour et en Inde. Ils leur ont demandé, est-ce que vous envisagez de déployer des systèmes connectés? Est-ce que vous comptez aller plus loin? Est-ce que finalement cette crise a un impact sur vos velléités de projet? Et la réponse a été très claire des entreprises interrogées, c'était oui, nous souhaitons augmenter nos investissements dans l'IoT suite à la crise du coronavirus. Alors l'IoT, c'est une partie évidemment de la maintenance prévisionnelle, c'est pas tout. Mais en tout cas, clairement, il y avait une volonté accélérée d'aller déployer des objets. Deuxième message clé de cette étude, c'était effectivement, on a plutôt des retours sur investissement positifs dans un délai raisonnable pour les entreprises, en tout cas, qui ont mis en place ce type de projet. Donc oui, ça marche. C'est la réponse apportée par les entreprises interrogées. Et troisième chose, c'était, pour ceux qui connaissent, c'est en plus, pour 27%, donc entre un quart et un tiers des entreprises souhaitaient aller vers la mise en place de jumeaux numériques, de digital twin, pour aller plus loin dans la maintenance prévisionnelle. Le digital twin étant la réplication sur un ordinateur des installations sur un logiciel des installations pour pouvoir simuler des conditions d'exploitation et détecter en effet des interventions de maintenance de façon plus précise et plus pointue. Donc oui, c'est une réalité aujourd'hui, c'est un marché de plusieurs milliards et la maintenance prévisionnelle s'accélère.
Si vous êtes entrepreneur, vous êtes forcément au courant, en effet, de toutes les initiatives et des soutiens qui sont apportés par l'Alliance du futur ou d'autres organismes qui soutiennent clairement la démarche de digitalisation. Alors, dans les démarches qui sont soutenues, on va retrouver aussi, bien sûr, de la GMAO, qui n'est pas vraiment de la maintenance prévisionnelle, mais aussi tout un tas de projets réellement maintenance prévisionnelle avec des capteurs et des logiciels d'exploitation. Alors justement, ça amène à se poser juste une petite question, qu'est-ce que la maintenance prévisionnelle? Et notamment 4.0. Alors la maintenance prévisionnelle, ce n'est pas une invention récente. Depuis toujours, les maintenanciers, les industriels font de la maintenance prévisionnelle. Aller taper sur un essieu d'un wagon pour écouter et savoir si le système mécanique fonctionne bien, c'est de la maintenance prévisionnelle. Aller regarder et faire une inspection visuelle, c'est de la maintenance prévisionnelle. Alors évidemment, au fur et à mesure du développement des technologies, la maintenance prévisionnelle, c'est raffiné et les moyens de détection se sont développés et les conditions de prévisibilité se sont affinées. Donc ensuite, on a fait évidemment des inspections avec des instruments et encore une fois, s'il y a des industriels dans la salle, vous connaissez ça parfaitement. Et puis on est même allé vers du pilotage en temps réel de l'état des installations en recueillant des données d'exploitation et d'état des équipements pour aller en effet détecter toujours plus et plus finement les besoins de maintenance et anticiper les pannes. Alors la maintenance prévisionnelle, évidemment, telle que nous la définissons, elle s'inscrit complètement dans cette logique. Et on est parti des inspections visuelles, des inspections à l'aide d'instruments, des pilotages en temps réel. Et la maintenance prévisionnelle 4.0, c'est la suite logique selon deux axes. Et grâce au développement de la technologie, on a pu améliorer aussi les conditions de détectabilité des défauts, des pannes, des défaillances. Et la maintenance prévisionnelle se situe dans l'exploitation en fait, de nouvelles technologies dans la continuité de ces inspections que l'on fait avec ou sans instrument depuis toujours. Donc pour nous, la maintenance prévisionnelle 4.0, c'est ce qui permet de prédire les dysfonctionnements futurs d'une installation et de prescrire la mesure préventive la plus efficace, la plus appropriée en exploitant des technologies nouvelles et notamment de big data, d'analyse big data, en recueillant et en collectant et en croisant des données qui sont sur l'état des installations, l'utilisation, l'exploitation évidemment des installations, mais aussi l'environnement. C'est très important, tout ce qui est pression, température, humidité environnante. L'historique de la maintenance, évidemment, pour pouvoir avoir des systèmes apprenants, mais également des tâches de maintenance standard et des installations comparables pour pouvoir constituer des référentiels que l'on fait évoluer et auxquels on compare les données que l'on recueille. Donc pour nous, c'est ça la maintenance 4.0. Donc installer un capteur évoluer à un endroit sur une machine qui va en effet peut-être mesurer, je sais pas, la température alors qu'on le faisait de manière manuelle en allant avec un thermographe autour de la machine. Bon, c'est une partie de la maintenance 4.0, mais c'est plutôt le bas de l'échelle, entre guillemets. Ce qu'on considère vraiment le 4.0, c'est l'exploitation de toutes ces données dans un big data et d'exploiter des algorithmes pour aller encore un peu plus loin sur l'anticipation des défauts. Et c'est ce que d'ailleurs proposent la plupart des offreurs de solutions lorsqu'ils vous parlent d'algorithmes, de big data, d'analyse de données prévisionnelles, etc., etc. Alors, pour rentrer un tout petit peu plus maintenant dans le retour d'expérience à proprement parler, dans les bénéfices, les freins, je vous propose de balayer quelques planches et de parler d'une enquête qu'on a réalisée en 2018. Alors ça date un peu, en fait, normalement on l'a fait tous les 2 ans et avec la crise, évidemment, on a reporté. Surtout qu'on avait calé nos résultats sur le salon Euromaintenance qui devait se passer à Rotterdam l'an dernier, puis cette année, et qui finalement se passera l'an prochain. Donc c'est une étude qui date, mais qui reste valable. Et à l'époque, on avait demandé à environ 300 entreprises
pourquoi elles souhaitaient réaliser des projets de maintenance prévisionnelle. Et la réponse très claire, c'était à plus de 50%, c'est on vise une meilleure disponibilité de nos équipements. C'est pour ça qu'on engage un projet de ce type-là. Alors, dans les positions suivantes, on retrouvait également une meilleure satisfaction des clients, une réduction des coûts, une réduction des risques, mais dans une proportion finalement assez moindre. Clairement, la disponibilité, c'était l'objectif visé par tous ceux qui avaient lancé des projets. Alors effectivement, je peux vous donner le résultat. Pour ceux qui avaient lancé des projets, qui sont donc une fraction de ceux qui ont été interrogés, puisque ce qu'on voyait précédemment, c'était ceux qui soit avaient mené des projets ou qui avaient des velléités d'en faire. Là, ceux qui en avaient fait avaient effectivement, à 60%, trouvé des améliorations de la disponibilité de leur machine. Mais en effet, de façon un peu plus surprenante, ils avaient trouvé des bénéfices supérieurs à leurs attentes sur les autres axes. En termes de satisfaction client, ça c'était le deuxième critère, mais aussi en termes de réduction des coûts, de réduction des risques, santé, sécurité, environnement, qualité, et d'allongement de la durée de vie des équipements, qui étaient plutôt des intérêts secondaires, comme on l'a vu dans la page précédente. Donc clairement, il y avait des bénéfices très clairs sur ces axes également. Alors quels bénéfices? On leur a demandé aussi de nous transmettre les bénéfices qu'ils avaient mesurés. Et on a relevé ces valeurs. Finalement, la disponibilité des équipements, qui était le critère numéro 1, certes, avait été constatée par la plupart, par plus de 60% des développeurs ou de ceux qui avaient installé des projets. Pour autant, les bénéfices associés étaient de l'ordre de 9%, ce qui est loin d'être négligeable, bien évidemment. Tout dépend d'où l'on part. Mais les bénéfices sur les autres axes, qui sont, selon nous d'ailleurs, selon Menovation, les axes de création de valeur par la maintenance, sur la réduction des coûts, ils ont obtenu des bénéfices de l'ordre de 12%. Sur la réduction des risques, santé, sécurité, environnement, qualité, c'était plutôt de l'ordre de 14%. Et sur la durée de vie des installations, c'était de l'ordre de 20%. Donc des bénéfices plus que tangibles, plus que significatifs, sur les axes de création de valeur par la maintenance, et qui étaient a priori moins attendus, mais qui étaient aussi constatés par ces entreprises. Et évidemment, c'est très important. C'est très important pour la raison suivante. C'est qu'on leur a aussi demandé, mais pourquoi, à ceux qu'on a interrogés, si vous ne souhaitez pas réaliser de projet de maintenance prévisionnelle 4.0, pourquoi ne le faites-vous pas? Et dans beaucoup de cas, dans 63% des cas, la réponse c'est on n'arrive pas à constituer un business case pertinent. Et effectivement, si on se concentre seulement sur la disponibilité, en obtenant éventuellement 9% de disponibilité en plus, on va parfois avoir du mal à justifier ces projets. Mais une manière de justifier les projets, c'est aussi d'aller chercher les bénéfices sur les autres axes. Les coûts, comme je disais, la réduction des risques et la gestion des investissements et l'allongement de la durée de vie. Alors il y a quelque chose d'intéressant aussi dans cette page, c'est pas de business case pertinent, c'est clairement la première raison à 63%, mais donc c'est probablement d'ailleurs la réponse mise en avant et ce qui a freiné un peu toute autre réponse. Mais pour nous, il y a autre chose qui est très intéressant, c'est les deux raisons suivantes. Pas suffisamment de données disponibles et absence de compétences d'analyse de données. Alors données disponibles, ça ressortait quand même à 23%, ce qui est fort. On pense que dans les 63%, il y a aussi en fait les 23% où il y en a plus, il y en a aussi qui n'ont pas de données parce que justement ils ne sont pas capables de constituer le business case pertinent, ils n'arrivent pas à retrouver l'équilibre économique qui va bien. Et que c'est aussi en partie à cause de ça. Et puis absence de compétences d'analyse de données, parce que derrière il va falloir utiliser des solutions. Et en effet, on n'a pas toujours ces compétences en interne, des compétences qui sont au-delà de celles de l'inspecteur, au-delà de celles du technicien professionnel qui va faire sa maintenance. Il va falloir manipuler des algorithmes. Alors si je vais un peu plus loin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recensé les moyens qu'il est nécessaire de développer pour mettre en place la maintenance prévisionnelle. Et on les a classés selon ces différents axes, à la fois les processus, les méthodes, mesures de performance, les systèmes et l'organisation. Alors il y a un grand tableau, je ne vais pas vous le commander ligne à ligne ou case à case.
Le principe, c'est qu'en effet, quand on fait de l'inspection visuelle, on va se retrouver plutôt avec des... On peut fonctionner avec des moyens simples. Il s'agit d'aller voir, d'aller écouter, d'aller mesurer, d'aller éventuellement relever une tension de courroie. On peut fonctionner avec du papier, ça peut se finir avec une croix, ça fonctionne pas, oui, non. On n'a pas besoin d'outils digitaux très développés. On n'a pas forcément besoin non plus de nouvelles compétences. On a besoin de compétences, bien sûr. On a besoin de techniciens professionnels. On a besoin d'équipes maintenance performantes. Mais pour autant, on n'a pas besoin d'outils différents de ceux que l'on manipule depuis toujours. Et si on avance, si on reprend nos 4 niveaux de maturité de maintenance, là, détectabilité, technologie, en effet, on va avoir besoin de moyens de plus en plus performants. Jusqu'à aller en effet à la maintenance prévisionnelle 4.0, donc la colonne de droite, je vous épargne celle du milieu. On va avoir besoin de capteurs, indéniablement. Je commence par la colonne ou la ligne IT. On va avoir besoin de logiciels, de pilotage des données. On va avoir besoin de plateformes. On va avoir besoin de bases de données. On va avoir besoin d'un réseau Wi-Fi, parce qu'en général, on a besoin de transmettre des données d'un capteur qui se situe à un bout de l'usine à un collecteur de données qui se retrouve éventuellement à l'autre bout. Ou alors, si je reprends mon système d'aiguillage, on peut aussi utiliser des réseaux basse fréquence pour transmettre les données sur des distances très étendues. Et on a besoin évidemment de logiciels spécialisés d'analyse statistique que l'équipe de maintenance ou que les équipes en interne vont devoir manipuler. À côté de ça, ces outils qui sont la base vont devoir être soutenus par des processus, une organisation adaptée, des méthodes et bien sûr, encore une fois, des compétences qui permettront d'aller vers plus de prévision et donc d'atteindre les bénéfices que l'on souhaite atteindre. Alors, c'est là où normalement je me fais moins aimer de ceux qui apportent des solutions et qui, en général, en effet, soit expliquent qu'ils ont des algorithmes fantastiques et qui sont même capables de reconstituer des choses sans données historiques de maintenance en créant des scénarios et en créant des algorithmes sur ces scénarios et en faisant évoluer ces scénarios au regard des défaillances constatées. C'est vrai, ça fonctionne. Mais d'abord, garder en tête les choses, c'est qu'il faut un certain nombre de conditions pour mettre en place la maintenance prévisionnelle. Et que c'est pas forcément donné à tout le monde. Et que notre message, en tout cas nous en tant que... je vais vous dire, comme je vous disais, c'est là où je me fais détester. Notre message, c'est il faut se concentrer sur les fondamentaux d'abord. Et se concentrer sur les fondamentaux, c'est bien sûr maîtriser les processus. Développer les compétences, déjà développer les compétences de technicien, de fiabiliste, de planificateur, avoir des processus qui fonctionnent là-dessus. Et ce sont ces processus et ces organisations et ces compétences qui vont permettre de constituer des données fiables. Rien ne sert d'avoir des données, des systèmes IoT ou des systèmes complexes d'analyse de big data si évidemment les données ne sont pas fiables. Et avec des données fiables, et parfois avec de l'Excel, on fait déjà beaucoup de choses. Alors évidemment, quand on atteint un certain niveau de fiabilité, d'amélioration, on peut songer à aller encore au-delà. Mais en tout cas, il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre et vraiment se concentrer et penser qu'avec des outils perfectionnés, on va pouvoir franchir un gap colossal. Encore une fois, si les données ne sont pas bonnes, on n'en sortira rien du tout. Donc une fois qu'on a des données, bien sûr, il faut mesurer la performance, mettre en place des systèmes de maintenance professionnelle et engager la fiabilisation et l'amélioration. Et tous les maintenanciers le savent, la maintenance, c'est de l'amélioration continue. Et on ne fait pas de grandes ruptures en maintenance, on fait de l'amélioration continue en travaillant sur la professionnalisation des organisations, des processus, des outils et des données. À droite, je vous ai remis notre modèle de processus que je pourrais expliquer une autre fois, mais je suis à votre disposition évidemment pour vous le commenter. Et au final, en conclusion, pour déployer la maintenance prévisionnelle,
quelques facteurs clés de succès. Évidemment, encore une fois, loin de moi l'idée de dire que ça ne marche pas, bien au contraire, on a vu ensemble que ça fonctionnait, il y avait des vrais bénéfices sur la disponibilité, mais pas seulement. En tout cas, les facteurs clés de succès sont les suivants. Bien sûr, il faut être très rigoureux sur la sélection des équipements et des installations sur lesquels déployer des systèmes de maintenance prévisionnelle. Et à la fois sur parler d'équipements critiques, de plus en bien comprendre la criticité des équipements et constituer des business cases pertinents. Et en constituant des business cases pertinents, en fait, on se pose les bonnes questions de savoir ce qu'on va pouvoir améliorer, de savoir ce qu'on va pouvoir gagner. Une fois qu'on a fait cette sélection, qu'on est certain en effet de la pertinence d'un projet de maintenance 4.0, alors il s'agit de mettre en place les bonnes pratiques qui sont normalement d'intégrer des données externes, évidemment d'exploiter des réseaux mobiles et une infrastructure informatique suffisante et nécessaire, intégrer des solutions, et il y en a plein dans ce salon, ou il y en a plein en tout cas aujourd'hui disponibles sur le marché, ils s'en créent tous les jours. Il faut mettre en place évidemment l'Internet des objets connectés, et puis, condition importante, renforcer les compétences en fiabilisation et en analyse de données. Et c'est ça, enfin, qui est très compliqué, parce que les data analysts, tels qu'on les appelle, sont des gens, des ressources rares aujourd'hui, qui coûtent assez cher, et qu'on ne peut évidemment attirer que si on a un business case pertinent. Et donc, la boucle se boucle à cet endroit-là, et c'est assez compliqué, in fine, d'aller vers la maintenance prévisionnelle. Mais encore une fois, ça marche. Donc je ne veux pas me mettre à dos tous les offreurs de solutions et d'objets, mais indéniablement, il faut le faire avec prudence et avec pertinence. Voilà, merci. Très bien, merci beaucoup Xavier. Donc prudence et pertinence, voilà, deux maîtres mots sur cette maintenance prévisionnelle. Tu parlais notamment d'y aller pas à pas. Souvent, on conseille aussi de travailler en silo, enfin avec pas en silo en tant que service, mais travailler sur une ligne de production particulière, former une espèce de ligne pilote. Est-ce que c'est une bonne démarche? Puis ensuite voir si ça marche et ensuite... Alors en effet, indéniablement, ce qu'on recommande quand, en effet, comme on l'a dit, c'est d'abord de sélectionner évidemment les équipements et les installations les plus critiques. Donc ça, déjà en soi, c'est un réel travail. Bien souvent, déjà rien que pour établir la criticité des équipements, c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais on peut le faire de façon qualitative. Normalement, en groupant les exploitants, les maintenanciers, peut-être les ingénieries, les gens de la qualité, on arrive à sélectionner les équipements les plus critiques. Idéalement, si on a des données, alors on peut mettre des données sur la table et dire, ben voilà, en fonction des pannes, des coûts, du flux, voilà les installations les plus critiques. Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a sélectionné et fait cette étape, idéalement, et c'est ce qu'on recommande, c'est assez vite de discuter et d'intégrer en fait un ensemble d'acteurs, de créer une sorte d'écosystème pour réfléchir. De toute façon, encore une fois, la compétence, elle est plutôt aujourd'hui pas en interne, et donc il va falloir en fait aller discuter très vite avec des offreurs de solutions. Et c'est en discutant avec eux qu'on va pouvoir trouver le bon modèle, voire constituer son business case d'ailleurs pertinent, parce qu'eux ont aussi une façon de voir ou des idées, des retours d'expérience qui permettent de constituer et d'enrichir le business case. Il ne faut surtout pas s'engager évidemment à ce moment-là, mais en effet les intégrer dans la réflexion dès le début. Ensuite, en effet, la bonne chose, c'est faire un pilote. Quand on a des lignes sélectionnées, on peut commencer en effet un peu plus petit et puis étendre. Ça peut être un bout de machine ou un bout de la ligne. Et surtout quand on a des lignes redondantes ou des lignes parallèles, dans ce cas-là, on en équipe une, on regarde et on déploie. De toute façon, c'est encore une approche pragmatique, prudente, indéniablement qui fonctionne. Avez-vous des questions ? Je voudrais m'assurer d'avoir bien compris. Donc en fait, vous ne vous basez pas trop, vous n'allez pas travailler avec d'outils d'analyse, genre soft, avec de l'intelligence artificielle. Vous allez plus travailler à partir d'amélioration de la mesure et faire monter en puissance la compétence terrain qui sera à même de définir l'analyse de maintenance prévisionnelle. Ouais.
Alors notre message, c'est de dire, en effet, le message, c'est de dire, attention, la maintenance prévisionnelle, en fonction de la maturité des équipes maintenance, c'est pertinent ou ça ne l'est pas. Et pour des équipes maintenance qui sont, entre guillemets, peu matures, chez qui il y a des gisements de professionnalisation, alors il vaut mieux commencer par la professionnalisation de la maintenance avant de faire de la maintenance prévisionnelle. Avant de placer des objets connectés, des logiciels de big data, il faut d'abord avoir des process clairs, des organisations qui fonctionnent, des données fiables. Et les données fiables, elles se collectent parce que, concrètement, le technicien, il va renseigner correctement ses heures. Et pour renseigner correctement ses heures, il faut que la règle soit claire. Il va en effet mettre les pièces détachées aussi correctement sur le bon de travail, qui est bien associé à l'arborescence des équipements qui est bien décrite. Donc si on n'a pas tout ce système, en fait, on a des données fausses. Et on n'est pas capable de dire, tiens, finalement, c'est tel équipement sur lequel je dois me concentrer. Et si on affecte les coûts ou les heures trop haut dans l'arborescence, on va avoir des choses qui ne veulent pas dire grand-chose. Donc le message, c'est de dire, professionnalisons la maintenance d'abord, et puis, en effet, allons vers la maintenance 4.0 ensuite. Encore une fois, la maintenance 4.0, c'est une bonne chose, à condition qu'on ait un certain nombre de prérequis. Si je reprends mon tableau de compétences, selon les différents axes et les différentes lignes, aller vers la maintenance 4.0, ça suppose d'avoir quand même couvert à peu près, plutôt correctement, le reste. Alors nous, après, en tant que cabinet de conseil, on accompagne les entreprises, évidemment, à professionnaliser leur maintenance, et lorsqu'elles sont matures, à aller vers la maintenance 4.0. Mais on n'est pas arc-bouté sur la maintenance 4.0. On n'arrive pas avec un discours marketing qui consistera à dire « Oui, c'est super, ça va vous faire papa, maman, et vous allez gagner plein d'argent. » Et d'ailleurs, on a des enquêtes qui le prouvent. Non, oui, ça marche, mais respectez les étapes, soyez mature, passez au niveau 4 quand vous aurez atteint le niveau 3, et dans ce cas-là, ça fonctionnera et vous en tirez tous les bénéfices. Et on les accompagne à sélectionner les bons équipements, à créer un écosystème en effet d'entrepreneurs autour qui peuvent les aider à bien maîtriser leurs équipements et à constituer les business cases et à déployer le projet de mise en œuvre derrière. Et sur combien de temps à peu près, en moyenne ? Alors en général, c'est quand même plusieurs mois, on va dire. Encore une fois, ça dépend de l'état de départ. Mais si l'état de départ est bon, c'est quelques mois. Alors l'état de départ, c'est encore une fois, c'est des données, mais c'est aussi des systèmes, des réseaux qui vont permettre de collecter et d'échanger les données. Parfois, c'est bête, mais il faut aussi constituer l'infrastructure qui permet de faire ça. Et donc ça prend un peu plus de temps, mais disons quelques mois, oui. Et justement, après je repasse le micro, mais justement, dans ces étapes, il y a aussi celle du recrutement d'un data scientist. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Où est-ce qu'on le trouve ? Qu'est-ce qu'on attend d'un data scientist ? Quel est son profil aussi finalement ce métier assez nouveau, en tout cas nouveau pour la maintenance ? Alors sur son profil, on peut dire qu'il est plutôt jeune, en général. Il est plutôt plus jeune que plus vieux. Évidemment, il est féru de technologie et il manipule les objets et les outils plutôt mieux que les plus vieux. Après, c'est une ressource rare. On peut le trouver, il y a des formations, il y a le système de formation, mais on n'apprend pas ça forcément non plus complètement dans les formations maintenance. Donc c'est des gens aussi qui sont d'abord aussi des passionnés. Évidemment, les formations maintenance évoluent, elles vont dans ce sens-là, mais pour autant, c'est d'abord des passionnés qui aiment ça et qui vont s'intéresser aux objets connectés. Donc c'est de toute façon des ressources rares. Voilà. Qu'on trouve pas. Et qui coûte combien enfin, je veux dire en salaire, avec un niveau de salaire déjà prévisionnel, on va dire, qu'on peut. Difficile à dire, et je n'ai pas non plus de données statistiques là-dessus, mais c'est évidemment des techniciens de maintenance. Et si la bonne réponse, c'est peut-être de prendre la fourchette du technicien de maintenance, et il sera plutôt dans les plus, ou de l'ingénieur fiabilité.